Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur cette session que j'ai l'honneur de modérer. Session donc sur l'innovation, la recherche, sujet cruciaux et primordiaux. Juste deux petits mots d'introduction. D'abord un mot technique. Vous savez qu'il faut porter le masque dans cette salle, donc on m'a chargé de vous le rappeler, donc désolé. Et après, passons au fond, où ce sujet, en fait, moi, il m'interpelle particulièrement parce que, comme vous, j'ai été marqué par le fait que la France n'a pas de vaccin. Ça a quand même été une blessure. Donc ce pays où on dépense beaucoup pour la recherche et développement, le pays de Pasteur, n'a pas réussi, le seul pays au Conseil de sécurité à avoir son vaccin, ce qui a un peu traumatisé quand même, je pense, beaucoup de gens dans ce pays et beaucoup de chercheurs. Et donc on se pose la question en France, voilà pourquoi on innove moins qu'avant peut-être et quel est le problème ? Parce que quand on en parlera tout à l'heure dans le débat, mais quand on dépense 6 ou 7 milliards d'euros en crédit d'impôt recherche en France, donc l'État a investi, et pourtant, on voit bien qu'il y a un blocage de l'innovation, en tout cas des insuffisances dans un certain nombre de domaines. Donc pour en débattre, j'ai la chance d'avoir un plateau de choix que je vous présenterai au fur et à mesure, nos différents intervenants. Je vais laisser la place à Maya Bakache-Beauvalet, donc qui va du Cercle des économistes, qui va planter le décor, les grandes idées à avoir en tête pour débattre et pour comprendre les clés de l'innovation et comment en avoir beaucoup plus qu'aujourd'hui. Maya, c'est à vous. Merci à tous d'être là malgré la chaleur et la fatigue. On est très heureux de vous retrouver en présentiel aussi. Alors c'est une question effectivement qui nous a travaillé suite à cette fameuse surprise où le pays de Pasteur n'arrive pas effectivement à trouver le vaccin contre le Covid. Mais ce que je voudrais qu'on reprenne ensemble, c'est peut-être simplement le mécanisme économique qui nous permettrait de penser qu'effectivement plus de R&D, plus d'innovation, c'est bon pour le pays ou c'est bon pour la croissance. C'est quoi cette chaîne de mécanismes et de causalité ? L'idée, c'est que si vous financez de la recherche et développement, vous augmentez le nombre d'inventions. Donc ça, c'est ce que les chercheurs trouvent dans leur laboratoire, ce sont des inventions. Après, ces inventions se transforment en innovations, c'est-à-dire des inventions qui ont trouvé leur marché, qui ont trouvé un produit, peuvent se vendre et peuvent être utilisées. Et puis l'idée derrière tout ça, c'est que ces innovations ne sont pas faites pour elles-mêmes, elles sont faites pour améliorer la productivité des travailleurs ou du capital. Et à terme, on espère tous que la productivité, ça donne quoi ? Ça donne une augmentation du PIB. Ce n'est pas un gros mot, le PIB, c'est simplement c'est le revenu moyen du pays. Et c'est un objectif qu'on peut partager, de souhaiter augmenter le revenu moyen d'un pays. Alors ça, c'est la chaîne facile qu'on enseigne en économie en première année et quasiment tout est à revoir dans cette chaîne en fait. Dans ce débat, c'est ça que je voudrais reprendre. Donc quand on dit accélérer la R&D pour maîtriser l'avenir, je crois qu'on a 3 types d'enjeux et 3 types de questionnements à se poser. Le premier type, c'est simplement, effectivement, est-ce que cette chaîne causale est juste ? Autrement dit, est-ce que le financement de la R&D est bien fait en France et est-ce qu'on peut l'améliorer ? Ça veut dire quoi en dessous ? Ça veut dire, est-ce que, par exemple, le montant total qu'on consacre à la recherche en France est suffisant ? Est-ce que la structure de ce financement est bonne ? Est-ce que, par exemple, le partage entre public et privé est bon ? Est-ce que l'articulation entre recherche privée et recherche publique est bonne ? Est-ce que certains secteurs sont plus financés ou moins financés qu'ils ne devraient l'être ? D'accord ? Donc ça, ce sont des questions sur la structure de financement et les outils de financement. Et j'ai presque envie de dire, c'est la partie la plus facile en réalité. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup travaillé déjà sur ces questions et qu'il commence à y avoir un certain nombre de consensus. On sait par exemple que la recherche publique est importante pour des R&D fondamentales. Donc, dans le R&D, il y a le développement, donc on est loin encore du fondamental, mais il faut quand même de la recherche publique qui permette d'ouvrir des secteurs, disons, à visée aléatoire, c'est-à-dire où on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver, on ne sait pas exactement quand on va le trouver. Et ce financement public, de ce point de vue-là, est essentiel. Mais il y a encore des points de débat, en particulier sur les modes de financement, les crédits d'impôt par exemple, on y reviendra certainement. Le deuxième type d'enjeu, et j'irai plus vite à ce moment-là, le deuxième type d'enjeu, c'est effectivement, est-ce que en réalité, cette innovation qu'on est en train de mettre en place, est-ce qu'elle peut se faire toute seule ? Autrement dit, c'est l'enjeu de l'articulation entre les politiques de R&D avec d'autres types de politiques. Et on sait par exemple que vous pouvez financer la R&D autant que vous voulez si en fait
à côté, vous n'avez pas financé la formation, si vous n'avez pas diffusé cette formation sur le territoire, si vous n'avez pas réduit les inégalités, et plus encore, si vous n'avez pas augmenté les politiques de la concurrence pour permettre à ces innovations de s'implanter sur le marché, en fait, il ne se passe rien. Hein, on en a parlé hier avec Philippe Aguillon, qui est intervenu hier. Les politiques de la concurrence sont nécessaires pour que l'innovation se transforme et devienne réellement créatrice sur le marché. Et puis, je crois que j'ai encore une minute pour le troisième enjeu, qu'on ne va pas nécessairement aborder ici, mais qu'il faut quand même garder en tête. Ce troisième enjeu, c'est finalement à quoi ça sert tout ça. Je vous ai dit au début, la R&D, c'est pour augmenter le PIB. Est-ce qu'en réalité, c'est un bon objectif? Et on a en France, je crois, un débat important qu'il faut mener sur l'objectif final, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, les enjeux environnementaux sont bien pris en compte dans cette recherche de R&D? Est-ce qu'au contraire, la R&D peut nous aider à régler les problèmes climatiques? Ou est-ce que ce sont vraiment, est-ce que c'est un arbitrage à faire entre l'un ou l'autre? Est-ce que derrière, les enjeux de bien-être, d'inégalité, de sanitaire, on sort tous de cette crise sanitaire, espérons-le, mais ces enjeux-là nous montrent que peut-être l'innovation n'est plus seulement une finalité acceptée et consensuelle dans notre pays, mais qu'il faut peut-être rejustifier et articuler correctement cet objectif d'innovation avec d'autres objectifs politiques. Merci beaucoup. Alors pour démarrer le débat, on va prendre le chemin des États-Unis avec Monsieur Aksigit, donc qui est professeur à l'université de Chicago et qui, pour planter notre décor lui aussi, va notamment développer 2 points clés pour accélérer l'innovation. C'est évidemment les politiques d'éducation et les politiques de concurrence dont Baya a déjà parlé, et bien nous faire comprendre à quel point la politique de concurrence est essentielle pour développer l'innovation. Monsieur Aksigit, c'est à vous. Merci, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, merci, nous vous recevons bien. Merci de cette invitation. Pour cette invitation, je voudrais mentionner 2 points clés dans mon propos. Nous avons fait des études très poussées pour comprendre comment les politiques d'innovation peuvent être plus efficaces, et nous avons étudié l'économie française, et notre étude a été récemment publiée dans le journal d'études économiques où on étudie une étude sur la recherche appliquée, la recherche fondamentale en France. 2 points clés. D'abord, comme le modérateur l'a mentionné, les crédits de taxes R&D ne semblent pas être très efficaces. Et si ce n'est pas efficace, cela peut être dû à 2 raisons. D'abord, soit les entreprises ont un problème, ou peut-être que les personnes ou les scientifiques ont un problème, ou les deux éventuellement. Donc, commençons avec les entreprises. Donc, lorsque l'on regarde les données sur les entreprises, non seulement en France, aux États-Unis, mais globalement, on voit une concentration croissante. Qu'est-ce que j'entends par concentration du marché? Une concentration du marché, typiquement, représente les parts de marché des plus grandes entreprises dans chaque industrie. Et il y a un marché sur les grandes entreprises. Le grand marché économique. Donc ensuite, la création décline dans le temps. Donc il y a de moins en moins de nouvelles créations d'entreprises. Il y a de moins en moins de jeunes entreprises. Est-ce que c'est pertinent? C'est pertinent parce que l'innovation, les incentives d'innovation des grands et des nouveaux entrants les nouveaux entrants essaient d'arriver avec les innovations les plus radicales pour essayer de se prouver sur le marché, alors que les grands leaders du marché essaient d'investir dans des R&D défensives et non pas des R&D productives, mais plus donc d'autres formes d'innovation et des innovations défensives. Et ensuite, on regarde les données. Les grandes entreprises, généralement, produisent ce qu'elles appellent le système des brevets défensifs. En raison de cela, bien sûr, la valeur donne on va donner des subventions aux grands incumbents non pas pour avoir plus d'actions défensives. Donc, dans ceci se trouve dans si on étudie l'économie italienne, en Italie, ce que l'on voit, c'est assez intéressant. Ce qu'on a fait, c'est la chose suivante. On a associé les données des politiciens, les registres des politiciens, pour voir si les films étaient plus connectés
avec les politiciens dans les entreprises. C'était frappant. Donc, lorsque l'entreprise devient le leader de marché dominant, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils produisent moins d'innovation, moins de brevets par rapport à leur domaine, mais ils engagent plus de politiciens en lien avec leur taille. Donc, c'est une preuve que où on peut voir que, par exemple, les grands titulaires essaient d'avoir ils sont plus défensifs. Ensuite, on regarde l'économie américaine. La qualité des grands titulaires est pire que celle des jeunes entreprises qui entrent. Donc, encore une fois, ceci est dû au fait que les grands titulaires essaient d'avoir plus d'innovation dans leur portefeuille existant, les plus jeunes, et donc ils ne veulent pas pousser la frontière. Donc, troisièmement, ensuite, on regarde l'économie américaine et ce que l'on voit, c'est que les grands leaders du marché font un engagement stratégique. C'est-à-dire que ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient d'engager en fait des scientifiques clés, des ingénieurs clés des entreprises rivales pour tuer la compétition, tuer la concurrence. Donc, sur ces intentions négatives ou ces mesures incentives négatives de tuer la concurrence sur le marché, des leaders de marché, si vous leur donnez un crédit d'impôt, en fait, ces grandes entreprises qui ont déjà une armée d'avocats vont bénéficier de ceci. Donc, c'est pour cela, je pense que la première chose qu'il faut faire, donc, quand on réfléchit à la conception des politiques d'innovation, il faut réfléchir en termes de, une fois qu'il y a un type de... Je pense qu'il faut réfléchir à des politiques ciblées. Il faut réfléchir aux politiques qui dépendent de taille, les politiques qui dépendent pour essayer d'exploiter ce type de variété sur le marché. Donc, le deuxième point, et c'est pour cela que les politiques de concurrence ou le maintien de la compétition sur le marché et en faire des politiques ciblées sont essentielles pour des politiques d'innovation innovantes, parce que sinon, ces politiques d'innovation ne seront pas efficaces. Et le deuxième point sur lequel je voudrais discuter, c'est le suivant. Alors que les entreprises dépensent des dollars en R&D, à la fin de la journée, elles essaient d'engager des scientifiques et des ingénieurs de façon à ce qu'elles puissent produire de l'innovation. Mais s'il n'y a pas de talent dans l'économie, donc ça ne sera pas efficace. Et donc, on voit ceci dans les données. Donc, par exemple, aux États-Unis, lorsque vous exploitez les crédits de taxes, les crédits d'impôt d'un État à l'autre, bien sûr, on n'augmente pas la production, mais les salaires des scientifiques ou des ingénieurs augmentent. Et il n'y a pas plus d'innovation simplement parce que si vous ne relâchez pas les scientifiques fournisseurs et si vous ne libérez pas les talents, la politique ne sera pas efficace. Donc c'est pour cela qu'il est important de de coupler les politiques d'éducation avec les politiques d'innovation. Et pour ceci, on va étudier les microdonnées du Danemark. Par exemple, on a regardé les dossiers de sécurité sociale, les dépenses en R&D, les brevets, etc. Et ce que l'on observe, c'est que si on éduque les bons talents, c'est la clé pour avoir une politique d'innovation efficiente. À moins que vous éduquiez les bonnes personnes, ce ne sera pas efficace. Ainsi, lorsqu'on regarde l'économie américaine ou lorsqu'on examine également différents pays européens, il y a une relation très serrée entre la probabilité de devenir un inventeur et le revenu des parents, de la famille. Et si un enfant est né dans une famille riche, donc bien sûr la capacité de cet enfant à devenir un inventeur est plus élevée, tout simplement parce que des inégalités de revenus des familles, et comme tout le monde n'a pas la même chance d'éducation, bien sûr, ils ne reçoivent pas la même éducation ou la bonne éducation, ils ne deviennent pas scientifiques, ils ne peuvent pas passer une thèse pour produire de l'innovation et poser des brevets. Donc il est crucial également de réfléchir à l'éducation, les politiques d'éducation combinées avec les politiques d'innovation. Bien sûr, ça c'est une recette idéale. Donc d'abord identifier les talents, augmenter le groupe de talents, améliorer votre économie et ensuite subventionner les entreprises qui vont engager ces talents. Mais si vous ne faites pas les premières étapes, l'étape suivante ne sera pas efficace. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très intéressant de planter le décor comme vous l'avez fait. Et notamment, un point important, c'est ce sujet de la concentration. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. D'ailleurs, l'économiste Philippe Aghion, qui a également travaillé sur le sujet. Mais c'est assez inquiétant de voir à quel point la concentration dans certains marchés, notamment les GAFA, dans le numérique, a freiné
l'innovation. Et donc, c'est exactement ce que vous venez de dire en lançant cette alerte. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail avec Mathieu Courtecuisse, donc, qui dirige SIA Partners, qui est un grand cabinet de consultants. Donc, il va un peu nous donner les clés de l'innovation à la lumière des travaux qu'il fait dans les entreprises. Et pour démarrer, il nous annonce aussi un point très important, moi, qui m'intéresse, c'est de dire pourquoi l'échec du vaccin en France, en fait, n'est pas un échec. Donc, c'est en fait une fausse impression qu'on a eu tous. Donc, vous allez nous expliquer pourquoi il ne faut pas désespérer, finalement. Merci pour l'invitation. Je ne sais pas, Thierry, est-ce que vous pensez qu'il y a un fiasco suisse du vaccin ? Parce que la Suisse dépense 3 fois plus de montants en R&D dans la pharmacie que la France, en valeur. Est-ce que vous connaissez un vaccin suisse pour la Covid-19 ? Non, en fait, la vérité, c'est que depuis 20 ans, un bon patron de pharma, c'est celui qui vend ses activités de vaccin. Et pourquoi il les vend ? C'est parce qu'en fait, ce n'est pas rentable par rapport à d'autres divisions. Et donc... Et d'ailleurs, on le voit aussi dans les cours de bourse des sociétés qui ont déployé leur vaccin pour la Covid. Elles n'ont pas monté. Au contraire, ceux qui ont travaillé sur les traitements, en revanche, ont beaucoup plus bénéficié de ça. Il y a eu, à l'exception de Moderna. Donc en fait, la réalité, et c'est la défaillance des pouvoirs publics depuis plus de 20 ans, dans leur défiance vis-à-vis du vaccin, dans leur défiance vis-à-vis de la science. D'accord ? Donc en fait, le problème de fond, c'est le signal prix. C'est que, et je ne parle même pas du débat absurde sur la propriété intellectuelle des vaccins, mais la question, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes un patron d'une boîte de pharma, vous n'avez aucun intérêt à déployer un vaccin. Okay ? Je parle d'un intérêt financier, je ne parle pas d'un intérêt dans la société de façon générale. Et le débat, on pourrait le transposer au changement climatique. À partir du moment où vous n'avez pas de prix du carbone, eh bien, il n'y aura pas d'investissement massif en R&D pour développer des technologies qui visent à traiter du problème du carbone. Donc, la responsabilité quand même des pouvoirs publics là-dedans est réelle. Et puis le sujet du fiasco français n'existe pas. D'abord, il y a eu un effort global, c'est un sujet mondial en fait, c'est pas un sujet national. Et ce qu'a démontré la crise, c'est que dans les écosystèmes d'open science, enfin, ceux qui ont vraiment triomphé, c'est-à-dire le modèle de la DARPA, le modèle de la BARDA, c'est pas un sujet national, c'est un sujet d'appel à projet vers des écosystèmes les plus performants. Voilà. Donc en fait, notre problème de fond, et c'est là où je ne veux pas rentrer dans le débat sur le CIR de façon détaillée, mais c'est qu'en fait, moi je trouve ça hallucinant qu'on pose la question avant de se poser la question de l'efficacité en termes d'innovation des agences publiques de recherche en France. Enfin, faut être un peu sérieux, faut reprendre les choses à la base. Et donc, on a ce problème-là. On a un deuxième problème, ça a été évoqué, on forme 2 fois moins de PhD en France qu'en Inde aujourd'hui. Voilà, donc à un moment donné, ça se paye dans la traduction en termes d'écosystème de talent. Et la réalité aussi, c'est que aujourd'hui, quand vous avez fait un PhD, que vous êtes brillant en France, vous n'avez aucun intérêt à rester en France. Alors j'entends qu'effectivement, ça fait augmenter les salaires dans d'autres marchés, mais en France, les chercheurs, ces autorités publiques sont quand même relativement mal payés. Alors ils sont parfois mal intégrés aussi dans les entreprises, mais enfin, c'est quand même une réalité de la situation qui nous est spécifique. Donc oui, il faut remettre à l'endroit le système de formation. Il faut s'assurer qu'on puisse mieux payer les chercheurs, les faire revenir quand ils sont partis à l'étranger. Donc peut-être que ce n'est pas le CIR qui est le plus adapté, peut-être qu'il faut travailler sur des allègements de charges sociales sur les chercheurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un problème de rémunération en France du monde de la recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée. Donc ça, c'était peut-être pour reposer le débat. Alors je veux bien qu'on réfléchisse sur est-ce que c'est juste, pas juste, etc. Mais franchement, je pense qu'il y a quand même des questions structurelles qui ne sont pas vraiment adressées en amont. Voilà, donc ce que je voulais juste dire, c'est que voilà, on a un vrai sujet de ce type-là. Ensuite, la France, si je reste toujours sur le sujet français, on a quand même un problème de saupoudrage. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas choisir nos combats. Donc, est-ce qu'on fait telle ou telle chose ? Il faut quand même un petit peu réfléchir, avoir une stratégie, sachant qu'en fait, la souveraineté technologique, ce n'est pas forcément de tout produire chez soi. Les Américains l'ont démontré. Et d'ailleurs, on rentre dans un marché qui se globalise. Le marché de la R&D, il est en très forte croissance à l'échelle mondiale. C'est une croissance à 2 chiffres. Et la réalité, c'est qu'il y a une globalisation qui se fait et par le haut et par le bas. D'abord, on a une émergence des Asiatiques dans le classement des grandes entreprises qui font de la R&D. Donc ça, c'est le premier point. Puis il y a une globalisation par le bas, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une mise en concurrence des systèmes d'innovation.
Aujourd'hui, enfin dans les années 90, les entreprises américaines faisaient 90% de leur R&D sur le territoire. Ils sont à 80 aujourd'hui, ils seront à 60 dans 10 ans. Et le deuxième pays où la R&D américaine se produit, c'est en Inde. Et ce n'est pas spécialement parce qu'il y a des subventions, mais c'est parce qu'il y a une certaine efficacité dans le système indien en termes de production de recherche. Donc on est dans une compétition mondiale, compétition de talents, une compétition d'écosystèmes. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, on lance vraiment la DARPA européenne, l'ERA, qui va être quand même dotée de presque 100 milliards d'euros. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, peut-être un petit combat de localisation de cette agence, je ne sais pas. Moi, je propose qu'on la mette à la place du Parlement de Strasbourg. Comme ça, on aura des scientifiques plus que des politiques. Ça pourrait être une idée supportée par la BPI, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une approche qu'on pourrait développer. Puis enfin, je voudrais parler des entreprises, parce que c'est mon métier quand même, c'est plutôt d'accompagner les entreprises. Eh bien, je pense qu'on rentre dans une séquence où il va y avoir de plus en plus d'entreprises scientifiques. Et là, c'est vraiment intéressant, parce que les entreprises vont jouer un rôle, d'abord, dans ce qu'est le rapport de la société, de la population par rapport à la science. Parce que la science est devenue un objet politique. On le voit aujourd'hui. Les idéologies ont changé. Maintenant, la science est un objet politique. Et faire émerger beaucoup d'entreprises scientifiques, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, en dehors de la biotech, en dehors de la deep tech, parce que la deep tech, ça va, enfin, je laisserai Paul-François en parler, mais ça va être assez massif. Mais il y a plein d'autres segments sur lesquels il faut se poser des questions et se dire, effectivement, on a besoin d'entreprises scientifiques et ça va être un nouvel axe pour les investisseurs, pour la finance, pour savoir comment on va créer la valeur de demain. Merci beaucoup. Pour compléter, je démarre déjà un petit peu le débat parce que la question me brûle les lèvres. Après ce que vous avez dit, il n'y a pas erreur sur le vaccin, mais dans les critiques que vous avez faites, vous parlez de saupoudrage, mauvaise organisation, on a déploré le fait que la France investisse aussi peu, notamment par rapport aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Les montants qui ont été mis sur le vaccin ont été considérables. Pourquoi est-ce que nous, on a aussi peu investi? Pourquoi cette société nantaise de vaccins a plus obtenu du Royaume-Uni que de Paris? Là-dessus, est-ce que c'est pour vous un problème quand même, les montants injectés, la frilosité des pouvoirs publics par rapport aux anglo-saxons qui, eux, osent investir? Il y a évidemment un problème de rapport au risque dans la façon dont on pilote les programmes de recherche en France, mais je laisserai peut-être Paul-François puisqu'il est actionnaire de Valvena. Donc Bon, ben voilà une excellente transition, merci. Merci. Donc Paul-François Fournier, donc de BPI France, on a envie de vous entendre notamment sur le rôle des pouvoirs publics, c'est un peu la question que je viens de poser sur est-ce qu'on en met assez, est-ce qu'on met au bon endroit? Oui, je pense que la question, c'est est-ce qu'on met au bon endroit? Et je répondrai à la fin sur la question de Valneva. En fait, accélérer la R&D, il y a évidemment des questions de filière. Et je partage le point, entre guillemets, du saupoudrage, même si je trouve qu'on a fait énormément de progrès en France ces dernières années avec des programmes d'investissement d'avenir qui ont des verticales. Évidemment, on peut progresser. Mais au fond, la question, c'est où est-ce qu'on accélère? Nous, notre conviction chez BPI France depuis la création, c'est qu'au fond, la façon dont se crée l'innovation est en train de profondément changer. On a vécu des très belles années après-guerre avec des grands centres de R&D. Moi, j'étais chez France Télécom, le CNET. Il avait les talents quand on sortait d'école d'ingénieur. Il avait l'argent et il avait la technologie et il avait des sous-traitants. Et tout ça a été géré par des formidables ingénieurs des mines qui faisaient des plans à 15 ans. Ça a plutôt pas mal marché. Ça a fait des grandes filières. Malheureusement, ce modèle a explosé, est en train d'exploser avec le digital. Pourquoi? Parce que le digital, en fait, a permis l'accès à la technologie qui était une forme de propriété de ces grands centres de R&D par tout le monde. Mon fils, il a un compte Amazon, désolé, et il a la puissance de calcul de Steria en quelques minutes avec ma carte bleue. La deuxième chose, c'est que les jeunes en ont marre des grandes structures et veulent avoir des vies beaucoup plus directes. Et la troisième, c'est qu'il y a maintenant des modèles économiques de financement dont l'État est un acteur, mais de plus en plus privé, de capital risque qui permettent de financer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, dans un monde de complexité du digital qui permet que tout est possible, la petite structure de 5, 10, 15, 20 personnes est beaucoup plus adaptée au début du processus de création de valeur que le grand centre ou que la grande structure qui doit aligner des centaines de personnes. On parlera peut-être de la fin du processus, mais en tout cas au début. Donc tout ça pour dire que nous, notre conviction, c'est que en fait, la start-up, c'est pas une mode, c'est un changement systémique dans la façon se crée le début du processus de l'innovation. Et ça ne veut pas dire non plus
que les grands centres de R&D ne vont plus faire d'innovation. On dit juste qu'il y a un transfert progressif de valeur et qu'il faut être dans ce nouveau monde. C'est ce qui a conduit à la création de la French Tech et c'est ce qui a conduit à la dynamique qu'on voit se créer depuis quelques années avec une politique relativement stable, durable, pour créer cet écosystème de start-up. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est que en fait, ce mécanisme a permis de créer une grande filière de l'innovation. Ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'on est en train de créer en France une filière de start-up digitales qui sont en train de devenir des grands groupes. Nous, en 2025, on pense qu'il y aura 1 ou 2 grands groupes du digital qui seront dans le CAC 40. Donc, c'est plus tout à fait des start-up. Ça devient des boîtes qui valent 10 milliards d'euros ou de dollars avec des milliers de personnes. Et donc, ça recrée une nouvelle filière. On pense que, en fait, on a pris un peu tardivement cette transformation du digital, mais que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle vague qui arrive. C'est-à-dire les mêmes causes produisant les mêmes effets, cette fragmentation est en train d'arriver dans les filières plus traditionnelles. Et d'ailleurs, la santé, c'est intéressant, est très en avance par rapport aux autres filières traditionnelles et a déjà eu tous les codes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filières traditionnelles vont voir fleurir des startups qui vont créer les briques technologiques qui vont permettre de les innover. C'est très frappant, par exemple, dans le spatial. Moi, je pensais que le spatial, c'est une filière bien organisée. Et on voit fleurir maintenant plein de petites boîtes, même en France, à Toulouse, qui sont des petites boîtes de technologie qui vont permettre d'accélérer la transformation. C'est ce qu'on appelle la deep tech. En fait, ces technologies, elles sont plus gourmandes. Ces filières, elles sont plus gourmandes en techno. Ces technos, elles sont dans les centres de recherche. Et donc, tout le sujet, c'est comment on va accélérer le transfert de technologie de ces centres de recherche vers le marché. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, on a les ingrédients et la course commence, la vague arrive. Donc on a des grands centres de recherche et on a un écosystème de start-up qui commence à exister. Et donc tout notre sujet maintenant, c'est de prendre cette vague en amont en prenant, si je caricature, le jeune entrepreneur, le jeune de Polytechnique qui a 7 ou 8 ans, on lui a dit monte ta boîte, au lieu d'aller comme moi chez France Télécom, va monter ta start-up dans les télécoms. On va prendre les PhD et on leur dit écoute, effectivement, tu vas rester mal payé par l'État, mais en fait, tu peux devenir un entrepreneur de ta vie de recherche, tu peux créer un écosystème de start-up, tu peux créer de la valeur, et au lieu d'aller chez Facebook et te déprimer, tu peux, au fond, devenir toi-même le créateur de la valeur, et tout ça en accélérant le transfert de technologie. C'est une course qui démarre, c'est une course qui est, j'allais dire, majeure dans les 10 prochaines années. Pour ça, il faut qu'on change profondément notre système de financement. Il faut que, évidemment, on arrive à faire en sorte que l'État, on parlait de Valneva tout à l'heure, il faut que tout ça se réinsère dans les filières traditionnelles. La bonne nouvelle de ces startups deep tech, c'est qu'elles sont dans les filières traditionnelles. Donc il faut que l'État et les grands donneurs d'ordre de ces filières réintègrent ces startups à l'intérieur de leur chaîne de valeur. Si on parle de Valneva, je pense que ce n'est pas un sujet de R&D, Valneva. La R&D, Valneva, c'est un baby de financement de l'État et de BPI France. On est même actionnaire, on l'a financé. Le problème de Valneva, c'est que les Anglais ont réussi à acheter 400 millions de vaccins, qui vaut plusieurs centaines de millions de vaccins pour 400 millions. L'Europe et la France n'étaient pas équipées pour acheter ces vaccins. Pour un certain nombre de raisons d'organisation, vous avez vu que le président de la République a annoncé une agence de l'innovation, il y a une agence européenne qui permettront d'acheter. Donc c'est un problème de donneur d'ordre, ce n'est pas un problème de R&D en tant que tel. Et donc il va falloir que ces startups réintègrent les filières traditionnelles pour permettre de réinnover et de retrouver de la dynamique dans ces filières qui sont essentielles, puisqu'on a en Europe et en France la chance d'avoir ces grandes filières. Merci beaucoup. Et ça ouvre plein de questions posées par la salle, parce qu'il y a plein de choses à détailler par la suite dans ce que vous avez dit. Alors, Versant Paris, on a l'œil de l'industriel maintenant. Vous aviez le financeur public, l'industriel à la tête de Sopra Steria, un groupe de services informatiques. Comment vous voyez, vous, en fait, ce qui va ou ce qui ne va pas dans le système de recherche? C'est-à-dire, qu'est-ce que, notamment, vous attendez de l'État? Il y a, peut-être vous pourrez aborder ce sujet du crédit d'impôt recherche, qui est quand même une aide massive de l'État à l'innovation. Est-ce que pour vous, elle fonctionne bien? Est-ce qu'il faudrait la changer? Enfin, on attend de votre éclairage, donc de l'autre côté, de celui qui innove et qui attend peut-être des coups de pouce qui n'existent pas encore du côté de l'État. À vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, au cas où dans la salle, il y a pas mal de gens qui se demandent si la question qu'on se pose est vraiment centrale, je voudrais revenir sur une histoire qui me paraît assez révélatrice de la question qu'on a à résoudre ensemble.
Cette histoire, c'est l'histoire de l'ARN messager, que tout le monde connaît certainement, mais moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. En 61, c'est 2 chercheurs français, Jacques Monod et François Jacob, qui l'ont découvert. Ils ont été prix Nobel en 65. En 93, l'Institut Pasteur donc, a poussé pour qu'on en fasse un vaccin. Et puis, on n'a pas trouvé les fonds nécessaires. Et puis, la suite de l'histoire, tout le monde la connaît. Ça a été récupéré par des laboratoires étrangers. Donc, cette question-là, elle est évidemment centrale. C'est ce continuum entre recherche et puis mise en marché, tel que vous l'avez décrit. Et pour ça, je voudrais partager avec vous 3 convictions fortes de ce qu'on doit vraiment pousser. La première conviction, c'est de réinventer complètement le partenariat public-privé. Vous en avez parlé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de courants de pensée qui s'affrontent. Il y en a 2, je vais les caricaturer un tout petit peu, mais peut-être pas tant que ça. Il y en a qui disent que ce n'est pas une affaire du public parce que l'État n'est pas efficace, n'a pas l'esprit d'entreprendre et qu'on n'arrivera pas à de grands résultats. Puis un autre courant de pensée qui dit que finalement la seule raison d'être d'une entreprise, c'est le profit. Donc tout ce qui est à enjeu, à vocation longue, on ne peut pas confier ça à des entreprises. Et évidemment, la réalité est plus complexe que ça. Je crois qu'un des éléments qu'il faut prendre en compte, c'est le retour sur investissement. Est-ce qu'il est long ou est-ce qu'il est court? S'il faut 30 ans pour trouver un retour sur investissement, très clairement, aucune société privée ne voudra investir. Et donc là, c'est toute la place de l'État de jouer beaucoup plus un rôle de stratège, d'investisseur avisé, ne pas saupoudrer, comme ça a été dit avant moi. Là, il y a clairement des domaines où on doit pousser plus fort et de façon très ciblée. Je pense à la défense, je pense à la santé, bien sûr. Tout ce qui est transformation énergétique, tout ça, clairement, l'État doit être au cœur de tout ça, avec des mécanismes à monter. Et par contre, sur d'autres sujets, bien sûr, il faut continuer à pousser, à défiscaliser, à rendre attractif, mais je crois qu'il faut laisser le privé jouer son rôle et laisser pousser. C'est très clairement cette dualité, je crois, sur laquelle il faut travailler. Je prendrai 2 exemples qui sont intéressants sur ce sujet-là. Ce que fait Israël, déjà, sur chaque sujet intéressant, l'État met la moitié. Le privé met l'autre moitié. Si ça ne marche pas, le privé n'est pas obligé de rembourser l'État. Si ça marche, il le rembourse, mais par contre avec une plus-value tout à fait intéressante. Si on regarde l'efficacité de ce système-là, il est quand même très au-dessus de ce qu'on peut trouver ailleurs. Puis je ferai juste une petite remarque aussi, mais c'est important de regarder ce qui se passe ailleurs. On a beaucoup critiqué l'administration Trump dans la gestion des vaccins, mais quand même, s'il n'avait pas injecté de l'ordre de 2 milliards sur 4 labos pharmaceutiques en même temps pour créer de l'émulation et une puissance terrible, on n'y serait pas arrivé aujourd'hui. La deuxième conviction que j'ai envie de partager, c'est que le digital est absolument au cœur de toute cette réflexion-là. Alors ça nous arrange, nous, Soprasteria, on est un des leaders de la transformation numérique en Europe, mais aujourd'hui, plus personne ne challenge ça. Toutes les industries, tous les services, l'innovation passe par le digital. Les vaccins, d'ailleurs, ont été trouvés grâce au digital. Ça nous donne 2 leviers extraordinaires, je crois, en France. Le premier, c'est la compétitivité. On parle d'ingénierie augmentée. Ça permet de relocaliser des emplois parce que la compétitivité peut de nouveau être réaccrue de façon très forte. Et puis l'autre aspect extrêmement porteur aussi, c'est tout ce qui est l'énergie verte, c'est tout ce qui est l'industrie propre. Alors là, il y a beaucoup d'initiatives autour de l'hydrogène vert avec Air Liquide et l'État, les trains à l'hydrogène qui sont en train de se travailler. Donc tout ça, on n'en est qu'au tout début. Je crois qu'on a vraiment une opportunité extraordinaire pour redevenir au cœur du jeu, là où dans l'industrie, il faut bien le dire, on s'est fait distancer depuis des dizaines d'années maintenant. On peut rejouer un rôle à condition de prendre le train, justement. Puis la dernière conviction que j'ai envie de partager avec vous, qui est sans doute la plus importante pour moi, c'est qu'il faut redonner une vision, redonner un sens et remettre une démarche conquérante et positive autour du progrès. Ça a l'air un peu idiot ce que je dis, mais faire adhérer tout le monde à la notion de progrès, à la notion de recherche, c'est crucial, on n'y arrivera pas sinon. Et aujourd'hui, il faut bien le dire, on est dans une société de la peur. Le principe de la précaution, le principe de précaution nous fait un mal fou. Le plus tôt on pourra se séparer de ce truc-là, le mieux ce sera. On le voit avec les vaccins, on pourrait prendre des dizaines d'exemples. Je crois que ça, c'est absolument majeur.
Dans chaque rupture technologique, il y a eu ça, hein, la peur. Enfin, moi, si j'ai bien tout retenu, au moment où on a inventé le train, je crois qu'il a fallu beaucoup d'années pour qu'on accepte de faire passer les trains dans les tunnels. Tout le monde avait une frousse bleue du choc thermique. Donc là, on est exactement là-dedans. Et je crois qu'il y a deux catégories de gens et de sociétés, finalement. Il y a celles qui vont de l'avant, qui prennent des risques, parce qu'il y a toujours des risques, mais qui ont un projet, qui se projettent, qui ont de l'ambition, et qui savent utiliser toutes ces technologies, puis celles qui se recroquevillent avec de la peur. Et il ne faudrait pas qu'on tombe dans cette deuxième catégorie. Je crois qu'on a là encore tous les moyens, mais c'est maintenant. Il faut vraiment rechanger cette dynamique beaucoup plus positive autour du progrès. Donc, public-privé, le digital, et puis remettre du positif. Voilà ce que je dirais. Merci beaucoup. Alors pour conclure ce panel, je vais passer la parole à Alfred, donc, qui est économiste de l'Université de Danemark du Sud et qui a beaucoup étudié ce sujet-là de par le monde en essayant de voir quels sont les systèmes d'innovation qui ont bien fonctionné. Donc après un petit peu ce tour d'horizon et des exemples notamment en France, dites-nous ce qui marche le mieux, les clés pour que le système d'innovation fonctionne. Et puis un petit mot aussi sur la Scandinavie, parce que c'est vrai que le Danemark a une très bonne réputation. Enfin, Danemark, Suède sont toujours classés au top de l'innovation, du dépôt de brevets. Donc quelle est cette alchimie qui fonctionne bien dans les pays d'Europe du Nord? Mon anglais sera plus facile à comprendre que le danois ou le finnois, mais je peux parler en danois si vous préférez. Je souligne que nous sommes ici pour parler de l'avenir et l'avenir de la R&D. Et même avant la pandémie, on était dans une crise de l'innovation. On parle très rarement de cela car l'innovation a été pris par cette notion trop optimiste qui nous fait croire qu'on fait toujours du progrès sans fin. Mais regardons les faits. Au niveau mondial, nous dépensons annuellement un minimum de 3 000 milliards de dollars sur l'innovation. Je pourrais dire que ce chiffre est même plus élevé. 4 500 milliards de dollars. C'est un chiffre si important qu'il faut le mettre en contexte. C'est le PIB de la Suède, Norvège, avec ses richesses pétrolières, la Finlande, le Danemark et l'Islande, associés et puis doublés. C'est ce que l'on dépense annuellement sur l'innovation à travers le monde. En même temps, nous avons loupé la pandémie et cette année, encore une fois, plus de 700 000 enfants vont mourir des diarrhées et des maladies qu'on a pu conquérir depuis 100 ans. C'est l'état de l'innovation aujourd'hui. Beaucoup de ressources, énormément de connaissances. On n'a jamais été plus intelligent, mieux informé. On n'a jamais eu autant de superordinateurs dans nos poches. Néanmoins, nous manquons d'ambition dans l'innovation. Et comme des collègues ici ont dit, il nous manque une direction pour résoudre le bon problème plutôt que les problèmes qui sont devant nous. Si l'on regarde comment la R&D se développe actuellement, ce que l'on voit, ce n'est pas forcément une expansion de la R&D, mais plutôt une myopie qui s'accélère au niveau mondial. On voit que le financement qui va vers des projets d'innovation nouvelles rentre dans des champs limités. La réponse à la pandémie, clairement, avec notre arrogance, nous pensons que notre réponse à la pandémie sera toujours la chose qui va nous définir. L'intelligence artificielle, que j'adore personnellement, l'automatisation et l'économie circulaire, et avec quelques autres sujets. Ce sont des choses intéressantes à étudier. Ce sont des technologies fantastiques. Néanmoins, nous savons que en suivant l'histoire, l'innovation vient de la recherche fondamentale dans des domaines considérant sans intérêt et non nécessaires, car il n'y a pas de valeur commerciale. Nous savons que la recherche originale dans ce qu'on considère comme
Fine Pharma était considéré comme stupide parce que ça ne répondait aux normes du jour. Dans l'année 70, IBM a été critiqué parce qu'ils étudiaient une technologie stupide qui s'appelait l'intelligence artificielle, car tout le monde savait que c'était juste pour les chercheurs et que ça n'aurait jamais de valeur commerciale. Nous savons que l'Internet était considéré comme un jeu d'enfant pour les geeks qui n'aurait jamais d'impact sur l'économie. Mais aujourd'hui, avec notre capacité infinie en tant qu'être humain d'être arrogant, nous pensons savoir mieux. Aujourd'hui, nous avons conquéri le problème de la connaissance et de l'information. Et aujourd'hui, nous pouvons dire exactement sur quoi nous devrons nous concentrer. Et je dis que si nous voulons contrôler l'avenir de l'innovation, nous devons être moins arrogants et plus ambitieux. La capacité de regarder quels sont les vrais problèmes, y compris tous ces enfants qui meurent tous les jours. Nous devons être humbles pour savoir ce que nous vous pouvons apprendre et quelles technologies auront un impact, pas sur 5 ans ou 10 ans, mais un chemin de l'innovation qui pourrait prédire des décennies de l'avenir, car sinon, nous coupons la base de l'innovation pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Les péchés des pères vont impacter la 3e ou 4e génération des enfants, selon le dicton. Et les pays nordiques ont su étendre leur système éducatif, comme notre collègue de Chicago a commencé par dire. Une ouverture pour ne pas juste suivre ce qui est viable commercialement maintenant, mais l'investissement dans la recherche fondamentale qui pourra donner des applications commerciales après nos vies, nos décès. Le système nordique est un système qui explore plutôt qu'exploite. Et c'est ça qui nous a permis un pays aussi taxé que le Danemark, car je voudrais vous dire quelque chose, la France. La semaine dernière, on a appris que le Danemark a subi une taxation plus élevée que la France. Ça semble impossible, mais c'est possible. Je le confirme, le Danemark l'a fait. Mais l'économie danoise fonctionne. Parce qu'en dépit de cette taxation, nous sommes ouverts à la science, à l'innovation. Une ouverture qui nous permettra d'être différents demain qu'aujourd'hui. Moins d'arrogance, plus d'humilité, moins d'hubris et une croyance que l'avenir pourra être meilleur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, je retiens quand même cet exemple du Danemark qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, qui nous a ravi la place de leader mondial des prélèvements obligatoires et qui reste un pays d'innovation. Ça donne vraiment à réfléchir et pas avoir de réflexe un peu mécanique là-dessus et d'aller dans le détail. Pourquoi les Nordiques arrivent à innover malgré ou avec des taxes extrêmement élevées? Il me semble que notre collègue de Chicago a dit quelque chose d'important. Qu'est-ce qui a permis aux pays nordiques de réussir? Et j'ai personnellement bénéficié de cela. Je ne viens pas d'une bonne famille, je viens des classes ouvrières. Mes parents étaient extrêmement pauvres, mais on m'a donné toutes les possibilités, le meilleur système éducatif au monde. Je suis devenue professeur au plus haut niveau et j'ai lutté contre le système des classes. Et c'est ça qui a rendu les Nordiques incroyables. C'est qu'on a su capter les talents. On a été inclusif, on a été très diversifié dans notre manière de réfléchir, au lieu de regarder qui est allé à quelle école, quand. Débat. Avant de passer je pose la première question, je vois, et après je vous passe la parole. J'aimerais juste qu'on démarre, moi, sur l'Europe, parce que vous avez déjà un petit peu abordé le sujet, c'est-à-dire que l'Europe qui a eu le sentiment d'être distancée
par les États-Unis et la Chine ces dernières années, et c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Donc à créer cette agence un peu sur le modèle de la BARDA pour la santé, la BARDA américaine. Et c'est monsieur Courtecuisse qui en parlait tout à l'heure sur la HERA. Donc est-ce que c'est le bon modèle vraiment? Certains s'inquiètent déjà de sa gestion, de ses moyens. Est-ce que c'est bien parti à votre connaissance? Peut-être M. Courtecuisse et ensuite M. Fournier. Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus. Allez-y, M. Courtecuisse. Okay. Bah, écoutez, déjà, je pense que le fait qu'il y ait une accélération du calendrier, c'est très positif. Après, évidemment, il y a toujours un risque avec l'Union européenne, c'est qu'on construise un système bureaucratique. Donc, il faut conserver l'esprit originel de ce qui a fondé la DARPA et la BARDA. Il faut aussi faire très attention au caractère souverain. Je crois qu'il y a des débats sur savoir si oui ou non, par exemple, les Britanniques, les écosystèmes britanniques pourraient bénéficier de ces subventions. Moi, je pense qu'il faut absolument, parce qu'encore une fois, on est dans une logique extraterritoriale et on est centré sur l'objectif qui est de financer les problèmes qui vont bien avec les meilleurs au monde, là où ils sont. D'accord ? Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut conserver. Après, écoutez, on verra à l'épreuve du temps comment ça se configure, mais en tout cas, d'un point de vue financier, c'est déjà bien dimensionné, et parce qu'en fait il faut aussi une capacité de digestion, parce que c'est toujours le problème de savoir comment on est capable de digérer. Puis peut-être l'autre point sur lequel il faut être vigilant, on a beaucoup évoqué le sujet du saupoudrage, mais il y a aussi la séquence qui peut s'opérer entre le rattrapage et ce qui se passe demain. Je vois quand même une obsession sur un certain nombre de sujets du rattrapage qui sont en fait les innovations d'hier, où on se dit, bon voilà, il faut absolument redevenir souverain en matière de cloud, etc. Il faut peut-être se poser la question plutôt d'être souverain en matière de quantique, plutôt que d'essayer de rattraper quelque chose qui est déjà parti. Donc là, il faut faire très attention. C'est la dystopie souverainiste qui pourrait venir s'intercaler avec les logiques nationales qui pourraient se mettre en place. Mais bon, on verra à l'épreuve du temps. Je crois qu'il faut être optimiste et espérer que ça se passera bien. D'accord. Monsieur Fournier, peut-être un mot. Je ne sais pas si vous avez regardé ça en détail. Non, mais pas en détail. Au moins sur la philosophie du projet. Sur la philosophie, et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, le président de la République a annoncé une agence d'innovation de santé. En fait, cette agence, sa priorité de notre point de vue, et je crois que c'est ce qui a été annoncé, c'est encore une fois l'État en tant que client d'un système de santé dont il est le financeur, qui donne ses priorités et qui est capable d'être acheté. La réalité, c'est que l'Europe n'a pas de compétences en santé, n'était pas capable d'acheter. On parlait tout à l'heure des moyens considérables qu'ont mis les États-Unis. Honnêtement, ce n'est pas avec 400 millions et 6 mois que vous allez faire un vaccin ARN. C'est le résultat de 15 ou 20 ans de recherche de R&D. Donc en fait, ce qui a été donné, c'est des moyens pour accélérer l'industrialisation et pas véritablement la recherche qui était dans les tuyaux, fort heureusement, et disons-le, on a eu beaucoup de chance au bon moment. Donc ça, c'est le premier point. Moi, je voudrais revenir sur le sujet du saupoudrage. Comme on est à Aix, ça permet peut-être de sortir un peu des mots qui sont, je trouve, un tout petit peu, si je peux me permettre, galvaudés, voire une paresse de la pensée. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose d'un peu plus, j'allais dire, complexe qu'il faut, je crois, réfléchir. Évidemment, il y a des grandes filières sur lesquelles il faut mettre des moyens. Et là-dessus, tu l'as dit, il y a probablement des réflexions, il y a eu des plans sur le quantique, il y a des plans sur un certain nombre de sujets très moyen terme, sur lesquels, en particulier en France, on a manqué de moyens de recherche purement. Je veux dire, on n'a pas investi suffisamment, et donc il faut mettre des moyens et accélérer le processus de mise sur le marché. Et puis il y a des endroits où il y a des infrastructures publiques. L'hydrogène, il faut une infrastructure publique pour aider à installer des infrastructures. Il faut, sur le semi-conducteur, c'est une bataille à coût de dizaines de subventions de milliards, il faut que les acteurs européens soient subventionnés au même niveau que les Européens. Donc là, oui, il faut un moment ne pas saupoudrer. Inversement, si on croit comme nous que l'innovation, elle vient aussi des start-up, des jeunes entrepreneurs et demain des PhD, il faut accepter qu'il y ait une petite part de ces financements qui aillent aider ces gens-là. Et pour être direct avec vous, je le vois, heureusement qu'on a financé des entrepreneurs qui, il y a 10 ans, ou des chercheurs ont commencé à lancer leur start-up sur le quantique, quand l'État n'avait pas encore complètement compris, et on peut le comprendre, que ça allait être une très grande filière et qu'il allait falloir mettre 500 millions d'euros. Et nous, on pense que c'est un peu dans les deux, dans l'arbitrage de ces deux-là et dans l'équilibre, mais qu'il faut accepter que, au fond, les entrepreneurs, l'écosystème des entrepreneurs sont des formidables moyens de créer les innovations, d'avoir des visions en avance de phase. Et puis après, oui, il faut
faut une politique publique qui accélère sur certaines filières quand elles ont maturé. Donc voilà, moi je suis un défenseur d'un saupoudrage raisonnable parce que je crois que les entrepreneurs, les gens ou les chercheurs, ils ont plus de temps que nous pour comprendre où va l'avenir et il faut leur donner la chance de tester leurs innovations et de créer ces futures filières. Merci beaucoup. Je retiens cette expression, saupoudrage raisonnable. Ça, c'est un nouveau concept. Alors, il y avait des... Monsieur au fond, là, est-ce qu'il peut avoir un micro, s'il vous plaît? Merci pour ces réflexions très intéressantes. Moi, je voudrais revenir sur un point. Je pense qu'en France, nous avons quand même une organisation extrêmement efficace en termes de R&D. Pour la nommer, c'est la Direction Générale pour l'Armement, qui ventile tous les programmes d'armement, que ce soit tout ce qui est innovation avec les grands groupes ou avec les PME aussi. Il y a beaucoup de projets de PME. Et je voudrais savoir si la DGA peut servir de modèle pour qu'en France, l'État puisse lancer ce type d'organisation sur d'autres points stratégiques, pas une dizaine, mais 4-5 points stratégiques qui peuvent être l'hydrogène, les batteries, les voitures, etc. Parce que ce modèle-là, il est vraiment efficace. On le sait depuis 1961, la DGA est très forte dans ce domaine-là. Elle est reconnue mondialement. Hein, et donc, je voudrais savoir si c'est vraiment un modèle qui pourrait servir. Merci. Merci. Alors, en fait, la question que vous posez, c'est la question de cette fameuse DARPA. Il y a que ce modèle, tout le monde dit que c'est une agence américaine liée à la défense. Alors, je ne sais pas qui peut répondre en se demandant si notre DGA, elle marche si bien que ça par rapport à l'agence américaine ou pas, parce que ça reste la DARPA, elle était autonome, alors que notre Direction Générale de la Défense, de l'Armement, elle est liée au ministère. Qui a un avis là-dessus? Allez-y alors. Moi, nous, on travaille beaucoup avec la DGA. On a d'ailleurs des fonds et on est financeur, nous, le bras financeur de la DGA. Je pense que c'est très efficace, mais ça marche pour des domaines où l'État a un rôle complètement consubstantiel. Le client, c'est l'État. Donc à ce moment-là, oui, il joue un rôle d'opérateur public et il gère sa filière industrielle avec son modèle. Donc ça, très bien. L'Agence d'innovation de la santé, c'est presque une DGA de la santé pour moi. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont organiser une filière qui est pilotée par l'État. Le problème, c'est qu'il y a plein de filières, heureusement, sur lesquelles l'État est peut-être pas le meilleur placé et le meilleur équipé pour définir comment elle doit s'organiser. Et là, je vais laisser mes collègues en parler. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des plans entre guillemets verticaux. C'est ce qui s'est mis en place dans les programmes d'investissement d'avenir, où il y a des sujets sur l'hydrogène et où la DGE s'organise. Mais je pense qu'il ne faut juste pas aller le cran trop loin, où entre guillemets c'est l'État qui organise tout. Moi je travaille pour la BPI, donc je suis un grand défenseur de l'action publique, mais à un moment il faut quand même reconnaître ses limites. Monsieur parlait d'humilité dans l'innovation, je pense que d'ailleurs cette crise nous a rappelé une forme d'humilité. Donc oui, quand l'État est responsable de la filière, il faut qu'il donne le sens, qu'il organise et qu'il prenne des options. Quand il ne l'est pas, il faut qu'il soit plutôt en soutien par un certain nombre de politiques, et là je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même organisation qui faille. D'accord, merci. Monsieur Oren, vous voulez ajouter quelque chose sur ces grandes agences alors? Yes, just a quick point. Très rapidement, je souhaite que ces agences de développement d'armement sont fascinants. Ils sont fascinants car militaires, mais restent ouverts d'esprit. Ils investissent dans des sujets où ils ne savent pas qu'il y aura une application militaire. Ils investissent sans savoir quoi ils financent. Ils ont été très libres dans leur innovation et dans la R&D. Je ne connais pas l'équivalent français très bien, mais il me semble que leur réussite vient en partie du fait qu'ils sont des scientifiques ouverts d'esprit et qui ne sont pas limités par l'État. Le saupoudrage, c'est peut-être un vilain mot en français. Donc on peut passer, puisqu'il nous reste pas beaucoup de temps, deuxième question. Derrière, monsieur. Oui, bonjour, merci pour vos contributions. J'aimerais faire un parallèle au niveau de la localisation, entre ce qui s'est passé pour l'aspect tangible, les produits, et l'aspect intangible, on va dire, tout l'immatériel. On a vu que produire en Chine ou en Asie, ça coûtait 2 fois moins cher, donc il y a eu une grosse vague de délocalisation. Et aujourd'hui, on se pose la question avec les contraintes logistiques, stratégiques. Et aujourd'hui, on se pose les questions de la réindustrialisation. Est-ce qu'on n'a pas un risque aujourd'hui
qu'avec des salaires de 10 à 20 fois moins chers en Inde, dans 20 ans, on se retrouve avec une grosse gueule de bois où on aura délocalisé toute la partie intangible, toute la partie ingénierie. Et du coup, on n'aura pas capitalisé sur la partie savoir-faire, connaissances ici en Europe. Merci. Oui, c'est la question donc ça c'est pour vous ça. Question de la R&D. Non mais c'est vrai que dans les vagues de délocalisation, il y a aussi une vague de délocalisation de recherche et développement en cherchant le moindre coût. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il faut inverser la tendance? Je crois que c'est la question de la mondialisation. D'abord, dans 20 ans, et c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs, je crois que tous ces salaires-là vont monter, ça va se rejoindre. Il n'y a qu'à regarder les salaires indiens, par exemple. Je crois que c'est un bon exemple. Depuis 10 ou 20 ans, ils sont en train de vraiment remonter et atteindre sans doute dans quelques années ce qu'on pourra trouver en Europe. Donc ça va dans le bon sens. Après, je crois que c'est la stratégie d'ensemble, c'est-à-dire avoir toute sa R&D, avoir toute sa fabrication de semi-conducteurs, par exemple. Oui, on voit bien qu'il y a une limite là. Mais de là à dire il faut tout rapatrier, évidemment non, puisqu'il y a aussi une question de coût et d'efficacité. Moi, je crois beaucoup à l'équilibre, c'est-à-dire d'avoir des possibilités de backup. C'est ça une stratégie aussi, c'est s'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Et pas se retrouver sur quelque chose de stratégique où on n'a pas de solution. Ce qui était complètement le cas il y a un an de ça, ou aujourd'hui sur certains sujets. Il faut construire la possibilité de challenge, je crois, l'émulation à toute cette partie-là. Et donc, il faut le prendre positivement et non pas, encore une fois, de façon défensive. D'accord. Voilà. Merci. On a le temps de prendre une toute dernière question. Il y en avait devant, dont elles ont disparu? Non? Alors, monsieur qui levait la main depuis... Attendez, le micro arrive. Voilà, vous aurez l'honneur de poser la dernière. Je voulais parler d'Israël, mais on n'a pas le temps. Par contre, j'ai assisté à la table ronde d'avant, j'ai posé la question de la formation qu'a pris le professeur de Chicago, qui a dit que c'est essentiel. Et ma question, qui a été jugée, pas la mienne, mais enfin intéressante, personne n'a donné une réponse pertinente. C'est-à-dire il faut former des ingénieurs, mais il faut former des techniciens, il faut former des gens à l'innovation, aux nouvelles technologies, climat, on sait tout ça. Alors, est-ce qu'il faut créer un outil? C'est-à-dire, il y a les grandes écoles, mais il faut que cette innovation et la préparation de l'ensemble de la société à cette mutation technologique énorme. Alors, les Allemands ont le dual system, nous, on traîne des pattes, vous voyez tout ça. Est-ce que vous avez une idée concrète en dehors de former les gens des entreprises? La course au talent, est-ce qu'il n'y a pas à mutualiser ça, le public, privé au niveau régional? Bon, moi, je m'interroge là-dessus, je n'ai pas la réponse. À mon sens, il faut créer un outil où les gens joueront le jeu, quoi. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est uniquement un thème de conférence, c'est très bien, puis on revient chez soi et on continue le petit train-train. Merci, train-train. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si j'en profite pour questionner M. Aksigit, il est encore avec nous? Ah oui, alors justement, je ne sais pas si vous avez la traduction sur la formation dont vous avez beaucoup parlé dans votre intervention. Quel est le point clé pour atteindre ce niveau de formation qui manque beaucoup? Monsieur pose la question de l'outil. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner? Excellent point. C'est un point intéressant. La formation est importante pour deux raisons. Numéro un, nous parlons tous de la création de nouvelles technologies, mais au-delà, nous devons réfléchir à la dissémination de ces nouvelles technologies. Dans le temps, nous voyons que les technologies restent bloquées dans une ou deux sociétés et ne sont pas disséminées à travers l'économie. Si vous voulez que la productivité combinée se développe, il faut utiliser ces technologies de manière plus large. Si l'on a des ouvriers très bien formés, les technologies créées par une société ou deux peuvent être imitées, absorbées par d'autres sociétés. Ces technologies pourront être disséminées plus largement dans l'économie. Et je pense que le renforcement des universités est vital pour deux raisons. Premièrement, la dissémination des connaissances sera améliorée. Et deuxièmement, nous allons créer plus de technologies diffusées plus largement. Et je voudrais souligner un point concernant la formation. C'est une étude faite avec des collègues en Finlande. Nous avons constaté un point intéressant. Lorsqu'il y a une innovation nouvelle dans une société, on regarde les salaires, les compensations des travailleurs. Et c'est intéressant
ce sont typiquement des jeunes qui sont mieux payés à la suite. Et pour les plus âgés, la compensation ne change pas ou tombe. Et ils sont même au chômage, ces travailleurs plus âgés, même dans une société innovante. Nous avons regardé de manière plus fine. Lorsqu'on est plus âgé, il y a des aspects positifs, mais négatifs également. On a davantage d'expérience, surtout pendant une période de crise, sur la gestion d'une société. Mais il y a le coût que l'éducation, les diplômes vieillissent. Et lorsqu'on croise l'âge biologique avec l'âge du diplôme, le problème, c'est l'âge du diplôme. L'âge biologique a un impact positif. Donc, il faut continuer la formation continue. Il faut permettre aux gens de se former tout au long de la vie. Il faut ramener les personnes plus âgées dans l'économie grâce à la formation. Et ça améliorera leur participation dans l'économie en général. Un peu débordé. Maya, à vous de conclure assez rapidement. Qu'est-ce que vous retenez de tous ces échanges? Très vite, merci beaucoup pour tous ces apports. Moi, je retiens 3 points clés. Un, ce qu'on a appelé la targeted policy, donc le saupoudrage ou pas saupoudrage. Je crois que ce qu'on retient, c'est pas tellement le saupoudrage en montant ou en secteur, parce que l'État, effectivement, doit respecter une neutralité technologique, c'est-à-dire laisser faire les innovations, la liberté d'innovation dans un sens ou dans un autre, mais aussi retenir que le ciblage, c'est aussi sur des types d'entreprises. Donc peut-être cibler les jeunes entreprises, les entreprises qui rentrent sur le marché, et donc qui, elles, sont porteuses d'innovation disruptive. Ça, c'est la première chose, donc retenir des politiques de ciblage efficaces. Deuxième chose que je retiens, c'est qu'effectivement, le rôle de l'État, le rôle de la politique publique, ce n'est pas tant dans le montant de financement, ici, qui a posé question, mais dans tout l'écosystème autour, c'est-à-dire dans la formation, dans effectivement la liberté de s'installer ou de ne pas s'installer sur le marché. C'est une forme d'agilité de l'administration aussi qui accompagne ou pas ces innovations. Et last but not least, le point crucial, c'est la politique de la concurrence, c'est-à-dire l'ouverture, l'ouverture du marché. Ça, c'est très important, parce que donc c'est le troisième point, c'est que la recherche, c'est de la liberté, c'est l'aléatoire. Il faut laisser la liberté et le hasard se faire dans la recherche. Ça ne peut pas s'anticiper et s'organiser de manière construite parce qu'il y a de l'aléatoire dans la recherche. Et ce qu'on attend de la puissance publique, c'est de permettre cet aléa. Et donc, vous avez juste un mot pour conclure. On a parlé beaucoup numérique. On a parlé beaucoup d'ouverture du numérique parce que c'est ça l'espoir de ce monde digital. Mais il faut se rappeler qu'effectivement, ce monde ouvert, initialement, est en train d'être fermé par ce qu'on appelle maintenant des gatekeepers, donc ces grandes plateformes qui contrôlent l'accès sur le marché à la fois des consommateurs et des entreprises, et donc des startups, parce que la politique de rachat de ces gatekeepers des startups, en fait, interdit l'innovation aujourd'hui. Et donc la régulation de ces fameux gatekeepers, de ces grandes plateformes qui contrôlent le marché, est aujourd'hui nécessaire. Et vous savez que l'Europe a lancé ce travail avec le DMA, le Digital Market Act, qui permet d'aller vers une régulation ex-ante, asymétrique de ces grandes plateformes qui, aujourd'hui, sont peut-être la menace principale à l'innovation de demain. Merci beaucoup. Je remercie le public et les intervenants. C'était super intéressant, très varié, très diversifié comme intervention. Et ça donne plein de pistes pour améliorer l'innovation. Merci, à bientôt.